9 légendes du cinéma français luttent pour leur vie. Pendant que Hollywood restructure tout, qu'un documentaire sur Melania Trump pulvérise les records et qu'un réalisateur québécois s'apprête à prendre les commandes de la franchise la plus mythique de l'histoire. Ce mois de janvier 2026 marque un tournant historique et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Commençons par ce qui fait froid dans le dos. Jean-Pierre Léaud, 82 ans, le visage immortel de la nouvelle vague, celui qui incarnait Antoine Doinel pour François Truffaut, vit aujourd'hui reclus dans une structure spécialisée, épuisé physiquement et psychologiquement. Son entourage limite strictement toute apparition publique. Avec lui, c'est littéralement un chapitre entier de l'histoire du cinéma d'auteur qui se referme. Leslie Caron, 95 ans, le dernier pont vivant entre l'âge d'or d'Hollywood et le patrimoine français, celle qui dansait avec Gene Kelly dans Un Américain à Paris, reçoit désormais une assistance médicale permanente à son domicile parisien. Sa famille a verrouillé toute communication avec l'extérieur. Richard Boringer, 84 ans, cette voix rocailleuse qui a structuré le cinéma des années 80 et 90, souffre de séquelles de cancer et de douleurs chroniques intenses. Il est régulièrement hospitalisé pour stabilisation vitale et les assureurs considèrent désormais son retour sur les plateaux comme impossible. Gérard Hernandez, 93 ans, notre Raymond national de scène de ménage, fait face à une fatigue cardiaque et rénale avancée. Il est sous surveillance clinique constante en milieu hospitalier spécialisé. Les tournages de la série culte de M6 sont suspendus sine die. Marthe Villalonga, 94 ans, l'archétype de la mer méditerranéenne de la comédie française, souffre de faiblesse cardiovasculaire. Plus aucune activité médiatique, plus aucun bulletin de santé. Le silence total. Jacques Dutronc, 82 ans, le dandy ultime de la chanson française, vit reclus en Corse avec des difficultés respiratoires sérieuses. Le clan Dutronc a créé un environnement ultra protecteur autour de lui. Sa renonciation au déplacement professionnel est définitive. Macha Merrill, 86 ans, la figure centrale des passerelles entre littérature et cinéma, a été hospitalisée en urgence ce mois-ci suite à une crise de santé brutale. Elle est actuellement en observation vitale constante dans une unité de soins spécialisée. Tous ses projets littéraires et ses tournages prévus pour 2026 sont annulés. Jean-Luc Bidault, 86 ans, cette polyvalence iconoclaste suisse-française, a vu son autonomie jugée insuffisante pour le travail. Sa famille bloque systématiquement toute intrusion médiatique. Ses projets en développement sont automatiquement dépréciés. Et Geneviève Casil, 89 ans, la référence classique du théâtre et du cinéma de prestige, combat une infection systémique sévère qui affaiblit ses défenses immunitaires dans un établissement médical de la région parisienne. Ce qui est frappant, c'est que l'industrie s'apprête à célébrer leur héritage lors des cérémonies de février, alors que ces légendes ne sont déjà plus en activité. Nous passons de la présence physique à la valeur de catalogue. Mais pendant que ces monuments vacillent, la machine des prix tourne à plein régime. Et là, il faut parler du phénomène Nouvelle Vague de Richard Linklater. 10 nominations au César. Pas juste les catégories royales comme meilleur film, meilleure réalisation ou meilleur scénario. Non, le film rafle tout dans les catégories techniques, son, photo, montage, costume, décor, effets visuels. Et Guillaume Marbeck est cité pour le César de la meilleure révélation masculine, ce qui prouve que le projet peut lancer de nouveaux actifs bancables. Côté prix Lumière, le duel des distributeurs est fascinant. Gaumont adopte une stratégie de blockbuster d'auteur avec une efficacité chirurgicale. 6 nominations concentrées sur un seul film, L'étranger de François Ozon, transformé en 750 000 entrées. En face, Ad Vitam joue la carte boutique catalogue avec 9 mentions réparties sur 7 films différents, assurant une présence multiniche mais moins d'impact massif. Et Haut et Court réalise la synthèse parfaite avec 10 citations tout en cumulant 1 400 000 entrées grâce à Dossier 137 de Dominique Moll et La femme la plus riche du monde. La cérémonie de l'Olympia, exceptionnellement avancée au 26 février, tranchera ce duel de modèles économiques. Maintenant, parlons de Denis Villeneuve, parce que ce mois de janvier confirme qu'il est devenu l'architecte le plus puissant du cinéma mondial. Le tournage de Dune 3, prévu pour décembre 2026, bat son plein en Arabie Saoudite. Robert Pattinson a confié avoir vécu une déconnexion cérébrale totale sous la chaleur du désert.
Je le cite, « Je n'avais plus une seule neurone en état de marche, j'écoutais simplement Denis ». Cette soumission totale de l'acteur à la vision de l'auteur renforce la marque Villeneuve auprès d'un casting 5 étoiles qui inclut Timothée Chalamet, Zendaya et Rebecca Ferguson. Mais le coup stratégique majeur, c'est sa nomination à la réalisation du prochain James Bond sous la bannière Amazon MGM. En qualifiant la franchise de territoire sacré, Villeneuve se positionne comme le gardien du temple capable de moderniser un actif vieillissant. Pour Amazon MGM, c'est une stratégie de prestige par l'auteur, recruter un réalisateur francophone de classe mondiale pour racheter une crédibilité artistique face aux studios traditionnels, tout en sécurisant un succès commercial global. Et puisqu'on parle de Amazon MGM, il faut absolument aborder le cas Melania. Ce documentaire sur l'ancienne première dame américaine vient de réaliser 8 millions de dollars de recettes, un record pour un documentaire depuis 10 ans. Mais attention, avec 35 millions de dollars investis en promotion pour un démarrage à 8 millions, on est face à une anomalie de marketing délibérée. Amazon MGM n'achète pas des billets, ils achètent d'influence politique et de prestige médiatique. Le blocage de la sortie en Afrique du Sud confirme que le film est perçu comme un outil de soft power plus qu'une œuvre cinématographique. Du côté des hommages, l'attribution posthume du Grammy Lifetime Achievement Award 2026 à Fela Kuti est historique. C'est la première fois qu'un artiste africain reçoit cette distinction. En plaçant Fela au même rang que les Beatles ou Bob Marley, la Recording Academy valide l'afrobeat comme un actif mondial pérenniste dont l'influence sur Beyoncé ou Burna Boy garantit une monétisation continue pour les décennies à venir. Le cinéma africain brille également à la Berlinale où le film sénégalais Dao d'Alain Gomis est en lice pour l'Ours d'Or, confirmant que le Sénégal s'impose comme le nouveau pôle de compétitivité du cinéma d'auteur mondial. Et enfin, et c'est avec tristesse que je conclus sur ce point, le décès de Catherine O'Hara à 71 ans et de Damon Wilson à 79 ans marque une perte sèche pour la comédie de caractère. O'Hara, par sa polyvalence dans Schitt's Creek et Maman j'ai raté l'avion, laisse un vide immense dans le segment du comfort cinéma. Wilson demeure l'icône de l'âge d'or de la sitcom afro-américaine avec Sanford & Sons. Ce mois de janvier 2026 confirme une industrie en pleine mutation organique. La disparition programmée des icônes françaises crée un vide émotionnel et contractuel immense. Mais la montée en puissance de réalisateurs architectes comme Villeneuve et la domination de distributeurs stratégiques assurent la résilience commerciale du secteur. Le cinéma de demain ne se contente plus de divertir, il structure ses catalogues et achète son prestige au prix fort. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. On se retrouve très vite pour la suite.